Est-ce que tu peux te présenter, s'il te plaît? Faire un petit Eh rappel. bien, on a commencé là, la réunion? Oui, l'enregistrement a démarré. S'il y a des Impeccable. personnes qui arrivent, elles arriveront en cours de route, c'est pas très Oui, grave. tout à fait. Alors, eh ben, je m'appelle Philippe Jacquet, j'ai 56 ans, j'ai 37 ans de jeu de rôle derrière moi, et puis une bonne grosse vingtaine d'années d'artiste professionnel du spectacle vivant. Autrement dit, tout ce qui se fait devant du public. Donc la technique et moi, c'est pas vraiment mon fort, hein. Moi, c'est plutôt la tchatch. Et puis le technicien, il est un petit peu derrière, ce qui fait que je suis jamais très à l'aise avec un micro. Non, je vais faire ce que je peux. Ah, pas de souci. Et puis donc, eh bien moi, je dirais qu'après 37 ans de jeu de rôle, enfin après une trentaine d'années de jeu de rôle, je me suis dit, j'ai un parcours de vie, j'ai envie d'amener quelque chose au jeu de rôle, mais je voyais pas trop ce que je pouvais faire parce que bon, ben, des jeux, des univers tous plus merveilleux ou terribles les uns que les autres, ça avait été créé. Donc je me dis, je vais pas créer un jeu de rôle supplémentaire. La proposition est déjà énorme. Et puis en regardant mon parcours de vie, je me suis dit, j'ai connu le jeu de rôle. Après, j'ai connu le théâtre et le café-théâtre amateur. Et puis là, j'arrive quand même à une vingtaine d'années de jeu de rôle. Je me suis dit, je vais peut-être mettre le jeu de rôle sur scène et faire du jeu de rôle théâtralisé. Alors, ça fait 4 ans là. Donc, la Fédération française du jeu de rôle m'a donné une subvention il y a 4 ans, donc en 2017, pour, euh, pour essayer de lancer ce projet. Et bon, bah, le Covid est passé par là, la crise sanitaire. Donc, quand j'ai voulu recruter des comédiens, on m'a dit confinement. Donc, bon, bah, je suis passé à l'écrit et j'ai créé le système de jeu un peu plus complet pour travailler du conte, ce que j'appelle du conte instinctif. Donc, une deuxième branche artistique qui se passe aussi sur scène avec le jeu de rôle théâtralisé, puisqu'on jette les dés, on regarde le résultat et on raconte l'action qui se passe sans réfléchir. Donc, on essaye de shunter le mental. Et là, je me dis, la place du corps dans le JDR, et moi, je suis en train de me dire, il faut virer un petit peu de mental. C'est vrai que dans notre société, avant de parler de la place du corps dans le JDR, je voudrais quand même parler de la place du corps dans notre société, hein, parce que depuis la préhistoire où on était, allez, on va dire 98-99% corps et puis un petit pourcent mental, jusqu'à il y a quelques décennies où on était quasiment l'inverse, 90 et quelques pourcents mental et très peu de corps. Depuis quelques décennies, on est en train de se repositionner. Il y a un regain d'intérêt par rapport à ce corps qu'on a, on a essayé un petit peu de bouder pendant un certain temps. Et je dirais qu'il y a ce regain d'intérêt. Il y a eu des recherches faites sur le cerveau, faites sur le corps, sur le ventre. On a trouvé des neurones dans le ventre et on finit par appeler le ventre, enfin ce groupe de neurones, le deuxième cerveau. Donc, on se dit, pour l'instant, on est encore premier cerveau, deuxième cerveau, mais bon, dans certains sujets, Voire même, troisième cerveau, pour les asiatiques, ils considèrent que le cœur qui a 40 000 neurones peut être considéré comme un troisième cerveau. d'accord, ça, je ne le savais pas, ça. Donc, on a 3 cerveaux dans le corps, et je dirais qu'on a 7 chakras, donc c'est pas dit qu'on n'ait pas 7, c'est pas dit qu'on n'ait pas 7 cerveaux. C'est ça. Là, il y en a déjà un, deux, deux ici, quoi. Donc, on pourrait peut-être faire des subdivisions. Donc, c'est vrai que ce corps-là, on est en train de se réintéresser à ça parce que ben, la médecine, c'est la médecine toute belle des années 70-80 où on était en plein boom, et ben, elle devient de plus en plus, il y a des endroits où elle dit ben, on n'a pas de solution. Et on est obligé de se tourner vers d'autres, la médecine énergétique, on est obligé de se tourner vers d'autres choses. Et le corps énergétique, le corps éthérique, on a 7 chakras, 7 corps éthériques. Enfin, 7 corps, je ne sais pas si le corps physique fait partie des 7. Ça, Si, a priori, le corps physique, c'est le premier. c'est le premier, Le voilà. plus extérieur, on va dire.
Je ne sais jamais si on a le premier pied, ensuite les autres. Bon, bref. En tout cas, 6 ou 7, c'est pas mal. Mais en tout cas, c'est vrai qu'on a cette. Je ne sais pas si vous avez déjà fait l'expérience de sentir des gens comme ça qui viennent se poser un peu trop près de vous et vous êtes obligé de vous écarter pour remettre cette distance un peu parce qu'on se sent, on se sent un petit peu envahi là, par des gens comme ça qui viennent trop près de vous. Et, des fois, ça donne le frisson. Je me rappelle un jour avoir fait 2 mètres comme ça. Je discute avec quelqu'un et puis moi, je reculais encore d'un petit pas et lui, il avançait, je reculais. Et j'avais fait 2 mètres de recul sur le trottoir alors que c'était quelqu'un qui prenait beaucoup de… Donc là, il y a vraiment des choses qui se jouent et on se dit que dans le jeu de rôle, effectivement, qui est un domaine social, un jeu de société particulier, le corps, il est quand même pour moi, très important. Et j'en veux pour preuve cette conférence où on se pose la question, en 2021, de la place du corps dans le JDR. Donc, notre corps, c'est une interface avec le monde extérieur. Ça me permet de me déplacer, ça me permet de goûter, toucher, sentir, voir. Donc, c'est une antenne de réception, que ce soit réception, ça peut être l'intuition, ça peut être les perceptions sensorielles et extrasensorielles. C'est un outil d'expression, langage corporel, langage verbal et infraverbal. Et des fois, le langage infraverbal qui dit l'inverse de ce qu'on dit. Enfin bon, on se marche des fois un peu sur les pieds. Et je me dirais, dans le jeu de rôle, qu'est-ce qui est l'interface avec le monde fantasmé du meneur de jeu et des joueurs et des joueuses? De ce monde imaginé, c'est le personnage. Notre premier corps dans le jeu de rôle, celui autour de la table, je parle, hein, celui qui intervient à notre place, c'est notre personnage, notre feuille de personnage qui est un peu… Et dans notre tête, on se dit, mais il est costaud, il est grand, il est petit, on lui donne une image, une image, oui, et c'est lui qui va nous permettre d'agir. Et là, je me pose la question, est-ce qu'on traite nos personnages dans le jeu de rôle de la même manière qu'on traite notre corps dans la vraie vie? Des fois, on regarde notre feuille de personnage. Alors, certains, la feuille de personnage, c'est les taches de gras, c'est la tache de café, c'est pas très… Alors ça, c'est une question que chacun pourrait se poser. Quelle attitude j'ai par rapport à mes personnages? Est-ce que je les envoie facilement au charbon? Et puis moi, est-ce que je m'envoie des fois facilement aussi au charbon? Je m'écoute pas trop. Il y a un déménagement à faire, je vais le faire. Et puis le lendemain, je vais donner un coup de main. Puis à mon nez, un gros coup de fatigue, là, je sais pas ce qui m'arrive. Forcément, je me suis pas écouté. Donc, si mes personnages, je les envoie au charbon, peut-être qu'il y a quelque chose à observer là sur nos propres comportements. Et ça, c'est chacun qui a son regard sur soi. Est-ce que toi, tu traites tes personnages, Diane? Est-ce que tu traites tes personnages sympas, pas sympas ou C'est-à-dire que je suis moi-même l'auteur d'un jeu qui s'appelle Corpus Genesis, justement, qui, en d'autres termes, désigne la naissance d'un nouvel ensemble. Et les personnages peuvent incarner les joueurs, les joueuses peuvent incarner des personnages qui n'ont pas du tout la même forme, qui sont même protéiformes parfois, qui sont métamorphes. Et c'est extrêmement difficile pour moi et pour eux d'incarner dans la matière quelque chose qu'on n'a jamais testé pour de vrai. Et c'est ça l'expérience intéressante du corps. Et c'est pour ça que je voulais animer cette conférence, entre autres, faire partie de cette conférence, parce que je me dis, pour avoir fait moi-même, d'autre part, du GN Airsoft, où là, notre corps réel est impliqué. Le pire, c'est qu'on fait ça dans la forêt. Donc, ça veut dire qu'on doit être attentif, tel des sentinelles, à toute la nature qu'il y a autour de nous. Et donc, ça veut dire que le vrai corps, matière à l'extérieur de nous,
rentre dans l'univers du jeu, donc tout est mélangé. Et là, on se dit, mais c'est la réalité ou c'est la fiction? Mais en même temps, la réalité, elle fait partie de la fiction. L'oiseau que j'entends, est-ce que l'oiseau, il fait aussi partie du jeu ou est-ce que c'est un oiseau qui est pas? Mais en même temps, il y a les motards derrière et le feu rouge et tout ça. C'est où la limite du jeu, quoi? Et moi, le corps, c'est tout ça. C'est pas juste la personne, le personnage. Le corps, c'est qu'est-ce qui prend corps finalement dans le jeu de rôle et qu'est-ce qui ne prend pas corps dans le jeu de rôle. Moi, je le vois comme ça en tout cas. Mais pour répondre à ta question, comment je traite mes personnages, j'essaye de les incarner, on va dire, de la manière la plus simulationniste possible, même si parfois il y a une forme d'abstraction parce qu'on est obligé de créer des informations là où il n'y en a pas, quoi. Et Ouais. c'est toute la part d'interprétation. Ça me fait penser à le jeu Insectopia où on joue des insectes intelligents. Et on a deux jambes et quatre mains. Ah bah tiens, on peut avoir quatre épées ou on peut Mhm. grimper plus facilement. Donc, et puis on a des façons de résister ou pas à certaines choses. Et c'est vrai que on est obligé de créer de l'inconnu. On s'imagine, et c'est ça notre cerveau, notre mental, avec ce qu'il connaît, deux bras, ben, il imagine que j'en ai deux autres ici. Hein. Ouais, qu'est-ce que ça peut donner, ça? Effectivement effectivement que c'est de la projection. C'est Voilà. ça. Et Alors, vas-y. quand tu parlais de... Alors, moi, j'ai tendance à parler du corps, du corps physique, et tout ce qu'il y a autour et ce dont j'ai conscience, ça, c'est ma conscience. Et ça fait Mm. partie de moi. C'est-à-dire celui que je n'ai jamais rencontré, dont je ne connais pas l'existence, mais il ne fait pas partie de ma conscience. Il ne fait pas partie de mon monde, mais effectivement on peut partir du principe que le corps, euh, si on prend toutes les informations, ça fait partie de mon monde. Voilà. Donc si on peut avoir un corps fini, ça c'est voilà. Et puis à côté de ça, il y a toute la sphère autour. Certains diront c'est pas notre corps, d'autres vont le dire si, ça dépend. Enfin, voilà, chacun peut se positionner à sa manière en fait. Alors j'ai presque envie de voir la place du corps dans les différentes façons de jouer. Donc là, tu as parlé d'airsoft, donc c'est plutôt la sphère grandeur nature. Il y a la table de jeu, donc là où le corps est un peu moins. Ça dépend. Il y a différentes d'autres codes. Puis Il on y peut a projeter aussi son corps dans la figurine sur la table aussi. voilà, ouais, tout à fait. Il y a la murder party qui est alors c'est un petit peu du jouet parce qu'il n'y a pas tout le côté. Je peux pas fouiller le troisième étage de la maison parce que j'ai que trois pièces dans ma maison. Donc on va être en représentation et puis à côté de ça, on va avoir des points d'action pour pouvoir jouer, pour pouvoir faire ce qu'on peut pas faire. Et puis, je terminerai par le jeu de rôle théâtralisé parce que c'est encore une autre dimension, encore une autre façon de faire. Ça me fera un petit trait d'union avec la conférence que je ferai après sur le côté psychologique et le regard de l'autre sur mon propre corps. Voilà. Alors, si tu as, moi, je vois je dirais ces quatre dimensions physiques, ces quatre façons de jouer. Et si tu as une autre idée qui te vient, je sais que table de jeu, murder party, grandeur nature et jeu de rôle théâtralisé dont je parlerai à la fin, je pense qu'on arrive à faire le tour des différentes dimensions du corps. Mhm. Après, Après, j'aurais rajouté tout ce qui est bon, ça rentre dans une des catégories que tu as citées, mais je voulais parler du GN dédié au corps. Par exemple, tout ce qui est approche sensorielle, rééducation pour les personnes en handicap moteur, etc., où là, on va avoir une approche presque curative du corps, mais c'est une autre approche, un autre point de vue, on va dire. alors là, je te laisserai en parler, parce que moi, c'est vrai que
moi, mon expérience du GN, elle remonte une bonne, peut-être une dizaine d'années par là que je n'ai pas fait de GN. Donc, je me doute que ça a dû évoluer et que je ne dois pas avoir une image du GN très, très actualisée. Alors, au niveau de la table de jeu, déjà, on va parler de tout ce qui peut se passer autour de la table de jeu et aussi de l'utilité du corps autour de la table de jeu. Parce qu'on est, on est assis à une table. On est assis à une table, on a un meneur de jeu, généralement, il est plutôt debout, parce qu'il va se déplacer, parce que donc lui, il va peut-être plus circuler, donc son corps, il va peut-être plus s'en servir, je sais pas. Mais nous, joueurs, je suis assis et je suis autour de la table, on échange des regards, on entend, on a peut-être des odeurs aussi, mais on est quand même très, très focalisé sur le milieu de la table. Alors, est-ce qu'il y a des figurines ou s'il n'y a pas de figurines? Moi, c'est vrai que je préfère jouer sans figurines parce que ça fixe trop l'imaginaire. On va imaginer les gens qui se battent, etc. On va mettre des petits plans avec des petites croix ou des dés pour dire que machin il se déplace ici et là. Bon, bref, c'est vrai que les figurines, c'est pratique, mais moi j'ai tendance à on essaye de prendre la figurine qui a l'équipement du joueur, du personnage. Je veux dire, euh, bon, je préfère mettre des dés, moi. Je préfère mettre des croix. Et ensuite, bon, on va imaginer tout ça, quoi. Mais à un moment donné, quand il y a du roleplay, on va peut-être prendre une posture différente. On va, on va avoir la gestuelle de notre personnage. On va, pour certains, pour d'autres, pas du tout. Ils vont juste, mon personnage dit ça, donc on reste un petit peu en extérieur du personnage en disant mon personnage fait ci, mon personnage va lui dire que il peut toujours aller se faire voir ailleurs pour son arrangement ou je sais pas quoi. Voilà, donc on peut être très impliqué dans le personnage et corporellement l'incarner, et puis on peut être aussi très, très effacé derrière son personnage. On peut avoir toute la panoplie. J'ai parlé d'autour de la table, mais en distanciel, c'est différent. Parce que là, si on a la webcam, on va pouvoir voir un peu les mimiques, on va pouvoir peut-être discuter avec la personne qu'on a en face de nous, et puis pouvoir avoir un contact presque, presque corporel, hein, de dire tiens, il n'est pas content, tiens, il fait la gueule, enfin, et voilà. Bon, donc on a ces deux dimensions, le jeu sur table ou le jeu en distanciel, en présentiel et en distanciel, qui est quand même assez différent. Quand on est en présentiel, on va sentir un peu la personne qui est à côté de nous. On va avoir j'ai l'impression, une complicité au fur et à mesure des parties qui va vous savez, les atomes crochus, comme on parle. Moi, je prends ça comme des petits atomes là, comme ça, enfin, qui sont dans nos corps éthériques et puis qui s'accrochent à l'autre, et on se sent bien en présence des autres. Quand on se retrouve en distanciel avec les mêmes personnes, il y a une petite chose qui est différente. C'est plus confortable. C'est vrai qu'on n'a pas 1 heure de route à faire après la partie, si ça se finit tard. On a notre petit confort à nous. D'ailleurs, je vais boire un petit coup, tiens, tant qu'à faire, parlant de confort. Mhm. Et puis, le fait est que on va y prendre goût à cette facilité. Alors, moi, je me dis, en parlant du corps, ces derniers temps, j'ai commencé à être un peu plus en communication, un peu plus dans les conventions virtuelles, parce que c'est vrai que c'est quand même très intéressant d'être dans des conventions sans avoir à se déplacer. Et je me suis dit, je vais être beaucoup plus regardant sur ma petite heure de marche obligatoire par jour. Donc là, hier, je ne l'ai pas faite, aujourd'hui, je ne l'ai pas faite. Et j'interpelle bien les gens qui sont fans du distanciel. Oxygénez-vous, hein, allez prendre l'air,
faites un petit peu d'exercice physique. Hein. Je parle uniquement de 1 heure de marche par jour, de la marche gentille. Pas de la course, hein, ça fait mal aux genoux, ça fait mal partout. Simplement ça. J'ai entendu dernièrement un médecin, sur France Inter, je crois, qui disait que 1 heure de marche par jour, régulièrement, en soft, hein, gentiment, on se crée des dizaines de milliers de capillaires dans le corps, des petits vaisseaux sanguins. Si on ne fait pas cette petite heure de marche, juste, c'est 1 heure dédiée à l'exercice. C'est pas 1 heure de marche pour aller à son travail, 1 heure de marche pour aller faire ses courses. Hein. Voilà, on va marcher tranquille à notre rythme. Je me suis dit, tiens, la place du corps, est-ce que le distanciel, ça peut peut-être, pour certaines personnes, mettre à mal un peu tous ces petits capillaires qu'on pourrait se construire dans le corps. Donc là, j'interpelle notre public en disant, voyez votre pratique, voyez si vous faites un peu trop de distanciel ou si vous faites un peu trop de... Voilà. Le pendant, donc la petite chose aussi, sur la table de jeu, quoique ça, en distanciel aussi on peut le faire, c'est faudrait éviter, ça c'est le respect du corps, il faudrait éviter les boissons gazeuses trop sucrées, mariées aux chips et aux petites choses comme ça, faciles à manger. C'est mieux quand même de faire une petite pause. On s'est fait un petit gâteau, on s'est cuisiné quelque chose, on se fait un petit repas et on repart après. Ça, c'est des petites interpellations qui me sont venues en voyant la place du corps. Je me dis, ouais, effectivement, pour moi, la place du corps, c'est le respect du corps. Donc, je crois qu'il y a eu un livre de cuisine, Gastronogeek ou un truc comme ça, je ne sais plus ce nom. Il y a un livre de Oui, cuisine qui a été fait comme ça. Il me semble que c'est Gastronogeek, mais je suis plus il en très a sorti sûr. plusieurs, hein, des bouquins. Ah ouais, Tu parles duquel? bah, celui Du de la cuisine, végétarien? ah, je ne sais pas du tout. J'ai entendu simplement cette idée-là du gars qui voyait l'horreur autour de la table de jeu et qui s'est dit, c'est pas possible, il faut que je propose des recettes de cuisine Ah, mais elles sont pour élaborées, les... hein. C'est des recettes qui s'inspirent de bandes dessinées, de films Ouais, c'est cultes, ça. geeks. Et il en a Mm, sorti mm, un mm. sur bah, le vegan ou le végétarien, d'ailleurs, justement, pour un petit côté healthy. Voilà, donc si je peux rajouter ma petite pierre à l'édifice, faites attention, parce que le grignotage, il n'y a rien de pire que ça. Malheureusement, c'est ce qu'on retrouve le plus en GN, c'est les chips et les boissons gazeuses. Je crois que c'est ce que j'ai le plus vu en GN. Alors, moi, je faisais du GN avec une troupe qui faisait de l'évocation historique, qui va encore en faire, qui s'appelle 9e Baronnie. Et la 9e Baronnie, on était en Charente-Maritime, et les derniers qu'on a fait, c'était dans les châteaux cathares. On arrivait à avoir des autorisations, mais chips, non. On avait le feu et on cuisinait. Et Mm. dans les fêtes médiévales où on se retrouvait pour faire de la musique, pour faire des combats, etc., c'était le chaudron et on faisait la recette médiévale. On peut pas se permettre. Moi, je pense que sur un grandeur nature, euh, si c'est fantastique, hein, si c'est médiéval, si c'est futuriste, alors après, hein, on peut faire Cuisson quelque au chose laser. on peut faire quelque chose de très horrible. Ça, bon, je sais pas Cuisine comment sera le coup moléculaire. moléculaire, voilà. Mais c'est vrai que sur les gènes anciens, ça serait quand même bien d'avoir un petit cuistot qui passe son temps à faire ça. Mais il y À a des l'auberge. associations de jeux de rôle, enfin, il y a des associations dédiées à la cuisine de jeux de rôle. Elles ne font que ça. On les appelle exclusivement pour se déplacer et venir faire à manger sur les grandeurs nature. Ouais. Elles ont tout le matériel. D'accord. Il y a même eu un projet de food truck de rôlistes qui pouvait être loué, utilisé par les associations pendant les gros GM. Je crois que le projet n'a pas abouti faute de financement, mais il y a eu un projet de food truck spécial jeu de rôle. Ah oui. Bon, ben, Comme en quoi, ils y avaient espérant pensé, que. mais bon, c'était pas l'engouement de la plupart du public, sinon il aurait été financé. Ouais, ouais, ouais. Mais après, bah, tout dépend. C'est vrai que
je dirais, le food truck. Donc, c'est le camion qui se déplace, qui vient s'installer. Oui, et qui est adaptable. Sa décoration était modulaire en fonction de l'ambiance du jeu de rôle. Et puis, il y avait effectivement plusieurs points de cuisson. Voilà, c'était adapté pour. Au fait, c'était un food truck pour les festivals, hein, c'est la même chose. Mais il y avait un petit D'accord. côté holistique. Il y avait des petites modifications à l'intérieur qui étaient adaptées jeu de rôle. Ouais. Mhm. Donc, c'est vrai que bah, ça, bon, voilà, manger, boire, dormir, ça, c'est vraiment des choses qui sont dans le respect du corps et il faut pas lésiner sur les moyens, il faut faire très attention à ça. Alors, dernièrement, j'ai entendu parler du JDR Nuit de Guillaume Jantet et je me suis dit, tiens, la place du corps, un jeu de rôle qui se passe dans le noir. Ah, Noir le plus total. La Minute Rolliste en présente sur YouTube, vous tapez la Minute Rolliste et il le présente très bien. Hein. Bon, on ne peut pas acheter les dés, on ne peut pas lire la feuille de perso. D'ailleurs, les c'est règles des un jeu jeux. de rôle sur table? Une nuit? Mhm, Je croyais que voilà. c'était un jeu de rôle grandeur nature. Non, non, pardon. Ouais. C'est sur table. On est dans le noir le plus total et il n'y a même pas de PDF pour écrire, pour expliquer les règles. C'est un MP3 parce qu'il est allé jusqu'au Ah, bout du truc. Il n'y a rien d'écrit. ok. Et donc, il y a un système de jetons, par exemple, et quand mon personnage veut faire quelque chose, on choisit une main, et le meneur de jeu, il cherche s'il tombe sur le jeton, le personnage a raté, s'il tombe pas sur le jeton, le personnage a réussi. Et le jeton, on peut l'utiliser, donc on peut le défausser pour prendre place, pour reprendre la narration. Voilà. Sinon, on garde notre jeton pour une prochaine action, et c'est le meneur de jeu qui a la narration. Voilà, donc il y a un petit truc comme ça. Je ne suis pas allé plus loin, j'ai pas eu le temps. Mais je me suis dit, tiens, et le propos du jeu, c'est donc il n'y a plus de lumière sur la Terre, et ce sont les aveugles de naissance, donc les personnages qui sont des personnages aveugles de naissance, qui eux deviennent les guides des autres. Voilà, donc c'est tout le propos est là, quoi. Donc, je me suis dit, ah bah tiens, oui, effectivement, la cécité, c'est une question de corps. Donc, la place du corps dans le JDR, bah, on a des jeux comme ça qui peuvent venir nous interpeller sur un bon Guillaume Jantet. Il fait des jeux alternatifs. Il a cherché un petit peu dans les recoins. C'est toujours très intéressant de voir ce qu'il fait. Alors, je pense que j'ai passé. Qu'est-ce que je pourrais dire sur la table de jeu de plus? D'après toi, Diane? Moi, j'avais une question, c'est est-ce que tu peux nous en dire plus sur qu'est-ce qui t'a amené petit à petit dans ton processus personnel, dans ton expérience du jeu de rôle, qu'est-ce qui t'a amené à rapprocher la corporalité avec l'activité de jeu de rôle d'un point de vue expérience personnelle? La corporalité par rapport au jeu de rôle, bah, en fait, moi, je me suis jamais trop posé la question parce que pour moi, le corps, on le met à toutes les sauces. C'est-à-dire, c'est un élément d'expression. C'est vrai que depuis tout petit, je fais l'andouille. Il y avait une mère qui faisait l'andouille dans les réunions de famille. Donc, machinalement, moi, je me mettais un faux nez comme maman, et puis je faisais l'andouille. Et puis, bon, bah, petit à petit, on a continué, quoi. Hein. Mais c'est vrai que c'était cette mise en représentation du corps, elle a toujours fait partie de moi, quoi. Et le jour où je suis tombé, j'avais 19 ans, je suis tombé sur un jeu stratégie hors série que j'ai ouvert, et j'ai vu jeu de rôle, méga. J'étais il y a 37 ans. J'ai dit, waouh, un jeu, un jeu qui est uniquement limité par notre imagination, donc illimité. Là, tu as 25 francs et tu joues toute ta vie, c'est jamais pareil, tu peux aller partout, quoi. Donc, bah, on a commencé avec un copain, deux copains, trois copains, et puis on a commencé à faire du jeu de rôle. Mais c'est vrai que moi, la place que j'avais le plus, c'était être meneur de jeu. Donc, j'avais la plupart du temps, je dirais que la moitié des séances, j'étais meneur de jeu, la moitié des séances, c'était les autres. Parce que, alors, être joueur, c'était intéressant, mais être meneur de jeu et donner corps à plein de personnages,
le petit vieux, la petite vieille, le garde, le baron, le méchant orc, je sais pas, parce que les orcs sont pas tous méchants maintenant. Je tiens à le préciser quand même. Il y a la Société protectrice des orques qui va me tomber dessus. Donc. On les a beaucoup trop frappés. C'est Ligue de protection des orques, c'est LPO. Voilà. On croit que c'est pour les oiseaux, mais en fait, c'est pour les orques. Voilà. Donc, c'est vrai que donner corps à des choses, et puis par la suite, bah, c'est devenu du spectacle amateur, et puis c'est devenu du spectacle professionnel. Mais c'est vrai qu'il y a toujours eu le corps qui était au centre de tout ça, quoi. Et quand j'ai vu alors, bien entendu, je me suis pas trop posé la question, mais de théâtraliser le jeu de rôle, bah, c'est encore ramener le corps dans le jeu de rôle. Je me suis pas trop posé la question. C'est juste en préparant cette conférence, je me suis dit bah, effectivement que ça, et quand tu me poses toi la question de mon parcours, y a rien d'anodin hein, en fait. Il n'y a rien de fait au hasard. Hein. Voilà. Donc moi c'est pratiquement de naissance, je dirais, voilà, depuis tout petit quoi. Mais n'est-ce pas aussi parce que tu as une sensibilité par rapport aux cinq sens, à tout ce qui est expression non verbale déjà naturellement? Est-ce que tu as des aptitudes naturelles qui font que de toute manière, tu avais on va dire, un potentiel inné? Mmh. Alors, potentiel inné, je ne sais pas trop, parce qu'on est des humains. Je ne sais pas si on a des choses qui sont innées ou pas. Peut-être des choses des vies antérieures, peut-être, je ne sais pas. Mais en tout cas, c'est vrai que dans ma famille, ma mère m'a toujours dit chut, écoute. Mon père m'a toujours dit tiens, il allait dans le jardin, il dit sens. Euh, mon frère, il me disait quand on joue au tennis, il m'apprenait à jouer au tennis. Mon frère, il a 50 plus que moi. Donc, il me disait, quand on était jeune, il me disait, regarde comment il fait. Il me disait, regarde. Donc, moi, j'ai appris à observer, écouter, sentir depuis tout petit. Et puis, bon, sentir, goûter, bien entendu, le père. Il me disait, goûte-moi ça, sens-moi ça, etc. Et puis, moi, j'ai toujours, moi, mon truc, c'est le toucher. Et j'ai toujours aimé, là, il y a un mur, là, j'adore toucher la matière. C'est vrai que le bois, voilà. Donc, c'est vrai que les cinq sens, ça a été une histoire toute une vie, quoi. C'est vrai que, enfin bon, voilà. Et est-ce que tu n'aurais pas aussi une relation avec, parce que tu parles de murs, de bois, est-ce que tu n'aurais pas une relation aussi avec les éléments naturels? Si par Mmh. exemple, tu avais été, je sais pas, tu avais grandi dans une ville très urbaine avec peu de matériaux, on va dire, naturels, est-ce que ça aurait changé ta perception du corps, par exemple? Je crois que j'aurais souffert. En fait, je suis venu, bon, on a vécu dans une petite ville, donc c'était pas trop, si on allait souvent quand même en vacances dans la montagne. Voilà. On allait se faire des petites virées dans la montagne. Moi, je suis dans l'Inde, à côté des Alpes. Donc, il y a toujours des petites collines, des petites montagnes à côté. Et c'est vrai qu'on a toujours été en contact avec la nature. Et ça, c'est vrai que c'est quelque chose. On s'est installé dans un petit village à l'âge, moi, j'avais 16 ans. Et à ce moment-là, je me suis dit, tiens, parce qu'il y a eu un phénomène énorme en France, c'est la gauche qui est passée au pouvoir. Et comme mon père était artisan, donc il était plutôt de droite, et ma mère a vu ça paniquer et je l'ai vu, ma mère, j'ai dit, mais il faut que j'observe. Il faut que j'observe ce qui va se passer. Et je me suis mis à m'observer moi, observer les autres, etc. Et tout ce que j'ai pu faire rentrer dans ma petite caboche, et tout ça, c'est devenu du vécu. Et je me suis mis à observer le fonctionnement de l'être humain. Voilà, le fonctionnement de l'être humain. Comment ça marche, un être humain? Alors, les filles, les garçons, notre partie féminine, notre partie masculine, nos énergies, etc., etc., etc. Et c'est vrai que je crois que depuis une quarantaine d'années, je ne fais qu'observer. Alors, les 3 premières années, je pense que j'ai pas trop de souvenirs entre 16 et 19 ans,
Mais quand j'ai commencé à voir le jeu de rôle, à connaître le jeu de rôle, j'ai commencé aussi à observer pour me dire, quand j'aurai une situation comme ça en tant que MJ à décrire, eh ben, j'aurai des billes. Je pourrais improviser des choses. Je pourrais prendre ça et je le tordrai un petit peu, je tordrai la réalité. Puis à force d'observer, eh ben, je m'aperçois qu'au niveau improvisation, je commence à toucher un peu ma bille. Et c'est vrai que c'est ça. Pour moi, le jeu de rôle, ça a été une ouverture. Voilà, une ouverture au monde. Et pas Est-ce que que physique. est-ce que c'est pas aussi une reconnexion à ton intuition parce que tu parles d'improvisation? Alors, l'intuition, oui, de toute façon, l'intuition, elle est nourrie par le vécu. Et effectivement, qu'à un moment donné, il faut lâcher prise. Faut pas être trop. Au départ, vous savez, quand on a des scénarios, on est dirigiste. On a le scénario qui mène la situation qui va là, et puis ensuite on va aller là, et puis à un moment donné, on commence à donner des petites branches, on prend de l'aisance. Mais c'est vrai qu'au départ, on se sécurise. Et notre corps, il faut avoir un sentiment de sécurité pour pouvoir ensuite euh, sortir de sa zone de confort. Enfin, en gros, élargir sa zone de confort. Et moi, mon projet, en fait, ce que j'ai compris par la suite, c'est qu'à partir de 16, à partir de 19 ans, j'ai commencé à traquer mes zones d'inconfort pour me dire, ah, là, je suis pas à l'aise, boum, j'y vais. Tiens, j'ai pas encore fait un personnage comme ça, de telle manière. Ah bah tiens, je vais lui mettre ça. Et hop. Et puis, au fur et à mesure, donc j'ai encore des petites zones d'inconfort, hein, j'ai encore des petits sujets qui m'intéressent pas, que j'ai pas envie. Mais s'ils me viennent sur la table, je me dis bon, d'accord, écoute, on va prendre ça avec des pincettes, hein, mais je vais pas dire non. Voilà. Et C'est ça qui est important. quel conseil tu donnerais aux gens qui aimeraient bien lâcher prise et qui aimeraient bien élargir leur zone de confort en utilisant le jeu de rôle, mais qui ne savent pas comment s'y prendre? Alors déjà, il faut choisir ses partenaires. Il faut qu'on ait de la bienveillance. Voilà. Quelqu'un qui va improviser, et puis nous, on aurait dit, ah bah non, il aurait fallu qu'il improvise comme ça aurait été génial. Ben non, il a improvisé comme ça et c'était très bien parce qu'il l'a senti comme ça. Voilà. Il faut toujours accepter et, et quand on envoie quelque chose, quand on envoie une énergie, c'est un peu ça, hein, quand on envoie une énergie à quelqu'un, elle doit toujours être bienveillante. Même si mon personnage est en train de gueuler après son personnage parce que c'est un incapable, parce que moi je suis le chef et que lui c'est le sous-fifre, je vais lui dire mais non, Dieu, mais bon, ouais, mais espèce d'abruti, mais tu vois pas ce que tu es en train de faire là, bout de Dieu. Bon, et ben, on peut le faire sans lui hurler dessus. On peut le faire on peut être soft, et puis on peut le faire un peu comique aussi, pourquoi pas. Tout dépend comment on le sent. Et la personne, elle, va sentir, ou alors ou inverser la chose. Si on a quelqu'un d'un petit peu renfermé, lui dire bon alors chef, qu'est-ce que je fais? Qu'est-ce que je fais? Non, non, attendez, vous mettez pas en colère, hein. Voilà, on peut se mettre en posture inférieure juste pour rigoler, pour s'amuser, et puis ensuite, pour lâcher prise, en fait, c'est le sentiment de sécurité qui prime pour moi, hein. Donc, il faut être avec des gens avec qui on est en confiance. Hmm. Et si par exemple, je pose aussi la question pour d'autres personnes qui étaient dans d'autres conférences et qui n'avaient pas forcément eu des éléments de réponse sur les autres interventions, mais il y a pas mal de joueurs qui vont sur des jeux de rôle grandeur nature et qui s'inscrivent, ou même qui vont à des tables de jeux de rôle sur table, mais qui ne connaissent pas les joueurs de la table, un peu comme là au Roll Event, où on ne sait pas avec qui on va jouer lorsqu'on s'inscrit à une partie publique. Alors, d'une part, de la part du maître du jeu, il y a certaines habiletés à avoir pour mener une table avec des gens qu'il ne connaît pas. Et puis de l'autre côté, en tant que joueur, on a aussi une forme de management de son MJ ou management de soi-même vis-à-vis des aspects inconnus, des résistances qu'on peut ressentir.
quelles sont peut-être les 2-3 techniques qu'on peut utiliser pour faciliter un peu tout ça en bonne intelligence? C'est-à-dire arriver à une table qu'on ne connaît pas et se mettre à l'aise assez rapidement. Se mettre Ce à serait l'aise ça. rapidement. Et puis la deuxième chose aussi, je dirais, comment mieux lire l'énergie des autres et l'appréhender plutôt. La gestion de l'énergie de soi, notre disponibilité en fait mentale par rapport à peut-être des personnages qui peuvent être oppressifs ou quelqu'un qui va être très effacé et on a de l'empathie pour lui. Enfin, il y a toute ce corps non matière, si je puis dire, Ouais, à ouais, ouais. manager aussi. Tu vois. Mm, mm, mm. Alors moi, j'ai pas souvent à jouer. Pour l'instant, j'ai pas mené le jeu en distanciel, j'ai pas mené le jeu en convention. Pour moi, c'est des conditions qui me vont pas. Mais c'est vrai que euh, j'essaye de me mettre dans la peau de prendre corps et de me mettre dans la peau du joueur Incarner. qui va sur une table de jeu. Bah, déjà, je vais dire bonjour, je vais dire si j'ai l'habitude de faire ça ou pas. Bon, c'est la première fois, donc je dis c'est la première fois que je joue à ce jeu, je connais pas, etc., etc. Donc on va faire un petit tour de table, on va discuter, je vais voir un peu qui qui est plutôt bienveillant et qui est un peu renfermé, vers qui je vais pouvoir me tourner pour me dire comment on fait là. T'as une idée, toi? Mhm. Voilà, avoir peut-être une personne plus ouverte que les autres vers qui je vais peut-être aller chercher un regard, Un allié, chercher ouais, une un buddy, complicité. quoi. C'est ouais, un Voilà, de allié. Ouais. manière, ouais, c'est ça. Euh, bon, Ok. si j'en trouve pas, c'est que je suis tombé sur une table de malade. Donc, je vais toujours peut-être avoir le meneur de jeu Ouais, qui, lui, théoriquement, doit faire en sorte ouais. d'aller vers les gens. Donc, je pense, hein. Mais c'est vrai que c'est rare quand même de tomber à une table complètement fermée. Je sais pas si vous connaissez le truc de Farador, là, avec le paladin niveau 66 et son copain, le mage niveau 50. Ils sont là comme ça. C'est sérieux, là, on joue. C'est c'est Oui, c'est vrai. voilà. Ils n'avaient pas la Voilà. même vision du tout de l'expérience du jeu de rôle, quoi. Il y en avait, ils y Et venaient l'autre, pour s'amuser, se détendre, et l'autre, c'était et l'autre qui l'histoire arrive de sa vie, quoi. depuis, il venait tranquille avec les bières et tout. Oui, oui, Wow. elle est assez connue, cette vidéo. Ouais. Donc, si on tombe sur des joueurs comme ça, on peut dire, excusez-moi les gars, je vais aller à une autre table de jeu. C'est ça le principe. Mais c'est le mieux, je pense, quand on va sur une table, c'est de pouvoir avoir des contacts avant avec les joueurs et discuter un petit peu, de voir la température un peu. Sur les distanciels, généralement, on peut discuter avec le meneur de jeu et puis peut-être avoir quelques jours avant, on peut peut-être prendre les devants un petit peu, quoi, au lieu de se Mm. mettre dans le bain direct. Voilà. Ok. J'avais envie de me poser une question sur un autre type de jeu de rôle. Je sais que parfois, parmi les personnes qui ne connaissent pas les jeux de rôle, quand on dit jeu de rôle, ils se disent, tu parles de quel genre de jeu de rôle? Les jeux de rôle qu'on fait là en couple, en privé, ou les jeux de rôle avec des dés, Donjons et Dragons? Et il y en a qui disent, ah non, non, mais la première version là que tu viens de dire, moi, j'appelle pas ça du jeu de rôle. Et il y avait un débat sur la conversation, enfin, la conférence précédente, sur la place du corps, enfin, c'est pas sur la place du corps, mais elle disait qu'à partir du moment où ça devient effectivement avec des objectifs qui sont très spécifiques, qui sortent un peu du contexte ludique, on dit que c'est pas du jeu de rôle. Même si il y a un engagement de la part des joueurs avec un scénario. Qu'est-ce que tu en penses? Alors, moi, ce que j'appelle le jeu de rôle, c'est le jeu de société auquel on pratique. Ensuite, je j'ai pas compris à quoi tu faisais allusion, le JDR en couple. Alors, tout ce qui est JDR tantrique, JDR, en fait, c'est du jeu de rôle où il y a, euh, on peut incarner une policière, un elfe, enfin peu importe. Il y a un jeu de rôle où en fait, c'est deux partenaires. Il y en a qui peuvent faire des exercices de domination, mais sinon, ça peut être juste un jeu de rôle comme ça pour Mhm. sortir un peu de l'identité qu'on a de d'habitude. Et c'est pour créer des stimuli, des interactions de renouvellement de relations
entre deux personnes. Mais des fois, ça peut être plus de personnes. Et ça peut Là, être j'ai. sensuel, sexuel, ça dépend en fait de degré d'intensité du jeu. Mais il y a pas forcément des associations, mais des groupes qui sont orientés plutôt sur ce type de pratique. Et le corps est extrêmement engagé puisqu'il y a Oui, des tout à fait. contacts physiques. Et pour la partie beaucoup plus soft, sur certains GN, je sais que pour représenter des interactions intimes entre deux personnages, il y en a ou qui vont mettre des carambars dans un bol et on considère que si les deux personnes ils sont en train de manger des carambars, ça veut dire que c'est une scène censurée, quoi, parce qu'en fait, on va pas avoir de contact physique. Mais il y a Ouais. d'autres règles du jeu où ça va être, on va se toucher les mains ou des choses comme ça. Comment tu mettrais une limite, toi, dans les règles de jeu pour représenter des activités qui peuvent être physiques, là où c'est des GN, où il y a quand même un contrat social, où il y a une limite physique, par exemple. Où est la limite physique, finalement? Alors, moi, j'ai aucune expérience là-dessus. Et alors, je dirais que c'est une très bonne question. Je vais y réfléchir. Qu'est-ce que je mettrais comme règle? Je pourrais pas te dire comme ça. Moi, je pense que les deux personnes se mettraient en intimité, je dirais, dans un endroit où je sais pas, je peux pas te dire effectivement que de se toucher les mains, par exemple, d'être face à face en étant main dans la main. Ou c'est vrai que ce que tu as dit là, à manger des carambars, peut-être que faut peut-être pas trop consommer non plus. C'était un exemple parmi d'autres. Je sais qu'il y avait pas mal de tentatives de mécaniques ludiques qui ont été créées avec beaucoup de créativité de la part des organisateurs. Mais la Joue aux place du cartes. – corps dans le jeu de rôle, voilà, il y en a, ça peut être ça. Mhm. Moi, j'avais créé des cocottes en papier. Tu sais, c'est des cocottes en papier où tu dis un numéro, puis tu as des couleurs à l'intérieur. Et Ouais. puis, quand tu choisis une couleur, tu as un gage, par exemple, du style confession sous l'oreiller, donc tu dois donner une information à l'autre. Ou Ah il est oui. omnibulé par votre beauté parce que vous avez du charisme et donc vous gagnez une information, etc. Moi, j'avais fait des trucs comme ça pour dire que pour récompenser un petit peu la réussite de l'action de la part de celui qui avait gagné la performance, on va dire, de charme, etc. Donc, Mhm. ça restait assez ludique et assez enfantin. Mais je crois que je connais pas d'autres mécaniques similaires à celles que j'avais proposées dans mon jeu de rôle. Mais il y en a d'autres, voilà, il faut s'absenter. Le problème, c'est que si on s'absente, on ne sait pas trop, comment dire, les autres joueurs ne vont pas avoir compris ce qui s'est passé entre les deux personnages. Alors que là, le fait de jouer à la cocotte en papier, tout le monde connaît l'indicateur et tout le monde sait, ok, eux, ils sont amoureux, ou ok, eux, Mhm. ils font un truc ensemble. Alors que si on dit juste, bon, bah, vous faites pas la scène parce que ça vous dérange, donc vous dites que ça s'est passé, bah, finalement, ça n'a pas été représenté en fait Oui, visuellement. oui, tout à fait, ouais, ouais. Donc, du coup, qu'est-ce que tu peux en dire? Ah, on pourrait peut-être avoir chaque personnage pourrait avoir une ficelle blanche, une ficelle dorée, etc. Et puis, bon, on s'attache, chacun s'attache à un poignet, et puis on reste à un endroit. Donc, effectivement, si moi je suis un personnage et que je suis dans la pampa et que je vois qu'il y a deux personnages qui sont comme ça avec une petite ficelle dorée, je vais dire, oh, excusez-moi, ou alors je vais Mhm. peut-être tendre l'oreille, peut-être pour avoir Oui, des donc toi, informations. ouais, Bon. c'est quelque Mais chose qui n'engage pas physiquement la personne, mais ouais, ouais, qui ouais. est un accessoire qu'on peut porter sur soi, Mm, qui mm, va mm. avoir un indicateur visuel, plus qu'une Voilà. action à faire. Ok. Parce que J'avais vu c'est des mots de caramba. et oui, et c'est vrai que enfin, le corps, c'est quand même très, c'est quand même très intrusif. Même déjà se toucher les mains. Il y en a qui supportent pas, hein. Ah ouais, T'imagines, tu as une joueuse de 18 ans avec un homme marié de 45 ans qui doivent se tenir la main. Bon, il y en a qui risquent de mal le prendre et c'est vrai qu'il y a eu voilà. beaucoup de débats sur ce Mm, genre mm, mm. d'approche. Donc ça, c'est vrai que Donc, la place du corps là-dessus, c'est un sujet, c'est un vrai sujet. et puis ensuite, c'est vrai que imaginons quelqu'un qui court après quelqu'un d'autre avec sa ficelle dorée pour essayer de l'attacher. On va tout de suite se dire, ah bah tiens, euh, c'est peut-être pas sympa ce qu'il est en train d'essayer de faire là.
Donc Ouais. là, on va peut-être dire, eh, oh, toi là-bas, je vais porter secours à la pauvre ou au pauvre qui est en train de se faire poursuivre. Voilà. Donc Puis on tout le monde pourrait va avoir, essayer de mettre sa ficelle au poignet de la même demoiselle, la pauvre. Elle va ouais, avoir 3 ficelles autour du poignet. On va lui dire, mais non, c'est qui elle? mhm. Elle va, elle va organiser, ouais, le meilleur combattant, etc. Puis comme ça, elle va se les faire, ils vont se Ah, le battre, Battle Royale, ouais, voilà. Et puis quand il y en a plus qu'un, bon bah, il y en a plus qu'un à se débarrasser, quoi. Voilà. Mais est-ce que ça veut pas dire, parce que là finalement en temps réel on est en train de co-créer quelque chose, est-ce que ça veut pas dire que finalement une mécanique ludique dans le but d'intégrer une action corporelle permettrait pas aussi de stimuler l'imagination des protagonistes pour pouvoir favoriser des scènes auxquelles on n'aurait pas pensé s'il n'y avait pas eu cette mécanique ludique qui intègre le corps? Oui, c'est possible, ouais. Moi, je sais que de mon temps, je dirais qu'il y a une bonne dizaine d'années, on ne se posait pas la question il n'y avait pas cette problématique. Enfin, j'ai jamais rencontré cette problématique dans les jeux de rôle. Maintenant, effectivement, que j'ai lu quelques articles sur des débordements, des tentatives de viol ou bon, là-dessus, effectivement, c'est quand même bien de légiférer ou de dire ça n'existe pas. Voilà. On peut très bien dire ça aussi, hein, de dire que non, on arrête là, quoi. Ou bien il faut trouver. Moi, je trouve que la petite ficelle dorée, c'est sympa. Mhm. Ouais. Euh, Est-ce que t'as, comment tu as réagi quand tu as assisté à plusieurs articles qui faisaient état justement de débordements liés au contact physique ou à l'insistance ou au non-consentement de la part de certains joueurs et joueuses? Qu'est-ce que tu peux en dire? Ben, moi, je trouve que ces comportements-là sont inadmissibles. Euh, on est là pour jouer. Alors, autour d'une table, déjà autour d'une table, des fois, ça part en live. J'ai entendu copine du MJ ou je sais pas quoi, enfin bon, des choses. Moi, je trouve que c'est inadmissible. Voilà. Donc, à chaque fois ça me révolte d'entendre, de lire. On est dans une activité jeu de rôle, on est dans une activité sociale, quelle qu'elle soit. Le respect minimum, on se doit à chacun le respect minimum. Enfin, je sais pas. Mhm. Ça me paraît, enfin voilà quoi, ça me paraît inhumain pour. Qu'est-ce que tu pourrais définir comme étant la limite du respect en fait? Parce que j'ai l'impression que surtout dans les grandeurs nature, ça peut arriver aussi oralement à une table de jeu de rôle, sur table en fait. Le respect si tu veux, le respect de l'autre, enfin, le consentement en fait, même si la place du corps, elle est un petit peu j'allais dire virtuelle, parce que parfois on peut être extrêmement oppressif. La personne, elle va être écrasée en fait par la présence. Donc là, on est sur un corps qu'on voit pas en fait. Ouais, Comment faire pour faire un peu la médiation là-dessus et faire comprendre à l'autre, surtout quand il y a que nous qui nous en rendons compte qu'on se sent écrasé en fait par la présence ou l'insistance de quelqu'un et qu'il y a personne autour pour nous aider. Qu'est-ce qu'on peut faire à ce moment-là? bah, déjà, la première chose, c'est stopper l'action. On a tout à fait le droit de dire bon, stop, moi j'arrête de jouer. Mhm. Voilà, hein, j'enlève mon costume, j'enlève le truc, on arrête. Mm. Donc déjà quand je Déjà, dis moi c'est j'arrête de jouer, stop. mm. Si c'est pas dit que la personne dise non mais attends, tu fais tout un plat pour rien, etc. Là on va voir les organisateurs. D'accord. Les organisateurs doivent faire quelque chose.
moi, je sors du jeu, hein. S'il y a un débordement, je sors du jeu. Mhm. Puis je vais dire, toi, tu dégages du jeu aussi. Ok. Et Donc là, si c'est intransigeance l'organisateur, sur si les- celui qui. Ouais. parce qu'en plus, ouais, moi, et puis en plus, il y a des organisateurs des fois qui disent, ouais, mais on n'a pas, il est où, c'est qui, c'est quand. Et on voit qu'ils n'ont pas trop envie de se fatiguer à aller courir dans la pampa pour aller récupérer Mm. un joueur ou une joueuse. Enfin bon. Euh, Là, si on voit qu'il n'y a pas une, une, une bonne volonté, une bienveillance des organisateurs, bon, bah, au revoir, messieurs, dames, je m'en vais, et puis je reviendrai pas. Faut pas s'infliger, voilà, faut pas s'infliger des choses parce que je ressens quelque chose, c'est mon ressenti, et les autres doivent le respecter. Si je suis un peu plus chochotte, un peu plus fragile que les autres, eh ben voilà, on faudra faire avec. Donc, si je Et puis comprends les, bien, et puis les gens viendront pas vers moi et puis c'est tout, hein. donc se respecter, c'est donc si je comprends bien, si on résume un peu, se respecter son consentement, c'est aussi écouter son corps et les indicateurs de son corps. Comment est-ce qu'on peut mieux les comprendre Oh. dans une expérience holistique? Mieux comprendre les réactions de son corps, Oui, c'est ça? mieux les comprendre, ouais. Mmh. Mieux décrypter. Parce que des fois, on ressent un malaise, on sent qu'on n'est pas bien, mais on a tendance à ne pas s'écouter parce qu'on va dire c'est mon imagination, tout le monde a l'air de s'amuser, donc c'est moi qui ai un problème. Et souvent, c'est là où commence la non-écoute de soi, en fait. C'est ça. Moi, au moindre malaise, soit je me retire, soit je dis. Mhm. Voilà. Il y a une situation qui m'embarrasse, je dis non, stop, Mhm. stop, là, ça me, voilà, voilà, Mhm. je peux pas. Donc stop. Mhm. Parce que je sais que si je prends sur moi, ça va être 2 fois pire dans 10 minutes. Eh ben, Ou la prochaine fois, enfin, en tout cas. Donc voilà, faut donner la limite tout de suite. mhm. Et est-ce qu'on arrive à savoir souvent pourquoi on est mal à l'aise alors que les autres, par exemple, n'ont pas de soucis sur tel sujet, tel thème? Est-ce que il y a des pistes par rapport à l'écoute de soi qui permettent de... Parce que tu disais que toi, quand il y a des zones où tu es inconfortable, des fois, tu aimes quand même y aller pour explorer tes résistances. Comment faire Alors, pour y aller sans se faire du mal, en fait? ça, c'est moi qui me, ouais, comment y aller sans se faire du mal? Euh, J'aime bien poser des ah, questions comme ça, ouais, difficiles, ouais. Non, mais qui ont plusieurs points de vue. c'est vrai que moi, ça part du challenge et puis de se dire, ah bah tiens, c'est avec le petit sourire de se dire, tiens, qu'est-ce que j'aurais fait moi à sa place? Et c'est dans ma vie, ce que j'ai fait, à chaque fois que j'ai vu un film, à chaque fois qu'on m'a raconté une histoire, à chaque fois que j'ai lu un truc, etc., qu'est-ce que moi, j'aurais fait, en sachant bien entendu que je suis dans mon petit fauteuil, qu'est-ce que moi, j'aurais fait à sa place, en sachant que je n'y suis pas. Mais déjà, je me mets en situation. Je me dis, putain, à sa place, dis donc, oh là là, euh, j'aurais fait ça, j'aurais réagi comme ça. Moi, ça me donne déjà des billes et je me mets en situation. Du coup, à un moment donné, si je me dis, ah bah tiens, effectivement, tiens, il y a une situation que j'ai pas explorée, là, bah, on y va. Mais je vais pas partir dans une exploration de situation où je vais me dire, oh, bah, on n'a qu'à y aller. Voyez. Non, mais c'est bon. Bon, on y va quand même. Voilà, faut vraiment en vouloir. Moi, je sais qu'il y a des situations qui m'intéressent pas. Bon, bah, dans ces cas-là, je vais dire, si je sens que ça commence à venir, je vais dire, hop, attention, telle et telle situation, c'est pas pour moi. Mhm. Voilà. Donc, c'est un dosage entre est-ce qu'on a quand même envie d'y aller, même si ça fait un peu peur? Est-ce qu'il y a de la curiosité? Est-ce que c'est de la bonne peur? Ou est-ce que ça va être quelque chose où on sent qu'il y a tous nos indicateurs corporels qui nous disent
je le sens vraiment, vraiment, vraiment pas, et Voilà. là, ça vaut pas le coup, en fait. Et ça, Même, souvent, c'est vrai que les gens, ils ont du mal à doser, hein. même s'il y a qu'un seul indicateur qui dit ah, déjà là, si ça fait un petit peu ah, on va regarder en disant qu'est-ce qui m'embête? Ah, c'est ça. Ouais. Bon bah, ouais. Mm. Euh, si tous les indicateurs, bon, on est d'accord. S'il y en a qu'un seul ou deux petits indicateurs, une petite répulsion, ben, déjà on va regarder qu'est-ce que dans la situation, qu'est-ce qui me gêne dans la. L'observation, comme tu disais, on Oui, observe. On voilà, c'est s'observe ça. soi et on observe. Posture Toujours, d'observation. toujours observer sa pratique et et ensuite se dire, enfin, reprendre son parcours de vie, retourner dans son enfance et se dire, mais d'où est-ce que ça vient? D'où est-ce que ça vient? Hmm. Est-ce Ça, que, voilà, donc là, ça fait ça, appel à la mémoire long terme. ouais, c'est ça, c'est ça. Et c'est le travail sur soi, hein, il y a un proverbe arabe qui dit, un dicton arabe qui dit, si tu ne sais pas où tu vas, regarde d'où tu viens, c'est tout. Donc là, il y a un truc qui me coince. Je me dis, tiens, je vais regarder un petit peu qu'est-ce que j'ai vécu, ou qu'est-ce que je n'ai Hmm. pas vécu, qu'est-ce que j'aurais bien aimé vivre, qui m'embête, qui me manque. Ou il y a des moments, il y a des choses qu'on a refusées en disant, ah bah ouais, tiens, effectivement, quand j'étais tout petit, avec mon frère, avec ma sœur, avec ceci, avec cela. Et puis des fois, on peut remettre des choses. Moi, j'aimais bien le faire, passer un temps, ça, en tant que conteur, c'était de faire travailler les gens sur leur récit de vie. Leur quoi? euh, Leur récit de vie D'accord. et d'essayer de leur faire raconter leur vie, mais à la manière de alors un lutin, le dragon, la princesse, le chevalier, etc., etc., quoi. De dire bah tiens, ma mère c'est comme si ça c'est mon père c'est un ogre ou je sais pas quoi, et puis de reprendre les éléments de la vie qu'on a menée et de s'apercevoir que bah là il y a eu une marraine qui, avec sa baguette magique, a fait telle chose et qui m'a sorti du pétrin et qui m'a. Et là, j'ai pu travailler ça et j'ai compris ça. On s'aperçoit que toutes les périodes de nos vies difficiles, et là, on est en train de parler de psychologie pour la conférence suivante. Toutes nos périodes difficiles ont été plus enrichissantes que les périodes faciles, en fait. Oui. C'est, Celle où on apprend le plus. eh oui. C'est pour ça que dans le jeu de rôle, je me dis que on devrait avoir plus de points d'expérience quand on rate que quand on réussit. C'est beau ce que tu dis. Avoir des points d'expérience quand on essaye et quand on rate que quand on réussit du premier coup. On apprend beaucoup plus, hein. Ça, c'est machinal, hein. L'être humain, quand il se fait taper sur les doigts, il fait aïe. Ok, d'accord, j'ai compris la leçon. Puis des fois, c'est pas assez fort, donc ça tape un peu plus fort plus tard. Bon, d'accord. Mais on comprend mieux quand ça fait mal que c'est idiot, hein. Alors, arrivé à un certain âge, on se dit, quand ça fait un tout petit peu aïe, on va regarder tout de suite là, et on se dit, qu'est-ce que je peux apprendre de ce petit aïe avant d'avoir un gros aïe, et de se dire, ah ouais, bah, j'aurais peut-être dû réfléchir avant. Ah, donc l'observation, c'est capital. On parle aussi beaucoup d'observation dans le domaine de la méditation. Est-ce que tu peux considérer que finalement, observer et s'observer, c'est méditer presque, ou pas? Alors, méditer, c'est. Ouais. Alors, la méditation active, effectivement, quand Mhm. on fait quelque chose un peu d'un peu, un geste un peu régulier, qui ne demande pas trop d'attention, on fait les choses, effectivement, se regarder faire et à un moment donné, laisser, laisser les pensées partir, ça, c'est de la méditation. Et ça nous permet des fois de répondre à une question qu'on se posait il y a 3-4 jours en disant ah, c'est lumineux. Parce que le mental lâche. C'est pour ça que je dis que on a la place du corps. La place du corps, c'est celle que le mental laisse pour l'instant. Euh, plus le mental lâche du terrain, plus le corps et le ressenti peut s'exprimer. Et le mental, lui, doit venir simplement étudier ce qui vient de se passer, donner du sens à ce qui vient d'arriver.
Hein, il m'est arrivé ça, ça s'est terminé comme ça, d'accord. Et je travaille sur ça, pas sur ce qui va arriver. Sur ce qui va arriver, on ne sait pas. Et sur ce que je suis en Hmm. train de vivre, c'est le corps qui travaille. Donc là, c'est l'apprentissage par le corps, finalement, à travers un état de pleine conscience, presque, on pourrait dire, non? Ouais, c'est ça, ouais. Parce que la méditation, quand on dit, alors si tu veux méditer, il faut faire le vide dans ton esprit, ça n'existe pas, ça. On a C'est plus 60 pensées. observer ce qui passe. On a 60 pensées à la seconde. On a un Ouais. cerveau qui, on est bombardé de pensées. Donc, il faut les laisser passer. Voilà. Il faut juste regarder. Et à un moment donné, il y en a une, pouf, on s'arrête dessus, hop, on chasse. Hein. Il ne faut pas s'accrocher à la pensée qui vient. On sait Est-ce qu'il y a que des c'est un... pensées qui arrivent. Allez, le on fait laisse. le fait de laisser passer sa pensée, est-ce que c'est un exercice qui est plutôt d'autodiscipline ou est-ce que c'est un exercice de lâcher prise? Parce que parfois, on n'arrive pas trop à savoir, alors que c'est deux choses opposées presque. C'est du lâcher prise, en fait. Mhm. On peut passer par la discipline pour s'exercer. Je dirais que faire peut-être ce que tu appelles de la pleine conscience, c'est-à-dire quand on est en train d'éplucher un légume, par exemple, eh ben, on est juste sur cette pensée-là de voilà, la peau du légume qui tombe, etc., etc. Et on s'oblige, je dirais, on se discipline à ne penser qu'à une seule chose et ne pas laisser partir son cerveau Ça, en est-ce que ça disant serait pas de la concentration par opposition à la pleine conscience? Le fait de ne penser qu'à sa carotte qu'on épluche. si je fais très attention à mon geste pour bien éplucher et ne pas laisser de petits morceaux tout noirs et de choses comme ça, là, c'est de la concentration. D'accord. Si mon geste, il part tout seul et puis que j'y fais pas attention, Ah oui. je Une attention m'observe légère. agir. Ouais. Voilà. Mhm. Voilà, c'est ça, ouais, une attention légère pour juste focaliser sur une pensée. Et ça, c'est un travail préparatoire pour arriver à ne plus rien faire et essayer de lâcher l'affaire. Et Mais je peux vous dire que c'est pas évident. accorder de l'attention, pas seulement au geste technique, mais aussi au ressenti de l'activité en cours. Ouais. Est-ce que par hasard, si on, je parlerai pas de concentration, mais je parlerai d'attention légère sur toutes les sensations que le corps, les émotions, les sentiments finalement émergent de nous, est-ce que ça serait pas ça finalement la conscience de son corps, de sa corporalité dans l'expérience d'une activité qui peut par extension se mettre sur un, s'appliquer sur un jeu de rôle finalement. Mm, mm, mm. Et Ça n'est-ce pas peut, plus difficile de le faire en ligne du coup? ouais, c'est vrai que le faire en ligne, ça serait difficile. Mais je dirais que un exercice qui peut être fait, c'est de se mettre pieds nus dans la terre, dans un pré, qu'il fasse froid, qu'il fasse chaud, on va pas y rester très longtemps non plus. Mais on se met debout, les pieds bien parallèles, c'est important ça. La largeur des épaules, les bras le long du corps, donc la tête posée un petit peu, avec le menton un petit peu rentré, donc avoir la Kundalini, la colonne vertébrale qui est bien alignée. Fermer les yeux et faire en sorte que voilà, il n'y a plus rien qui se passe. Donc on va avoir les petits bruits, on va avoir l'air qui souffle, on va avoir les petites odeurs, on va des choses comme ça, mais voilà, on profite du moment. Simplement sans dire tiens, ça sent le jasmin, tiens, Ne pas c'est un bleu analyser d'oiseau. les informations, ok, on dirait. Juste Ne pas faire rentrer analyser. ça et puis laisser, à un moment donné, on s'aperçoit, alors on a les sensations des pieds, on a l'impression qu'ils s'enracinent. Alors certains, s'il fait un peu froid, on sent des pics qui s'enfoncent dans la terre, ou des fois c'est des griffes. On a des sensations comme ça qui sont pas réelles, puisqu'on n'a pas vraiment les pieds qui s'enfoncent. Mais on a l'impression que peut-être les corps énergétiques, les corps éthériques qui œuvrent. C'est pas trop. Moi, je cherche pas à savoir. Mais c'est vrai qu'avoir simplement cette sensation, euh, s'oublier et laisser ce corps se rappeler à nous, en fait.
Je ne sais pas si je suis clair, mais c'est Si je vrai que comprends bien, tu faire dis le que plus de finalement, place possible là-dedans c'est pour que le attendre que corps. les informations du corps viennent à nous et pas l'inverse. C'est-à-dire qu'on n'est pas en train de diriger notre corps comme un outil, comme on fait habituellement, limite, quoi, mais C'est plutôt ça. Oui. laisser notre corps nous apprendre des informations par lui-même. C'est ça que tu veux Mhm. dire, c'est un système inversé d'apprentissage presque, C'est ça, enfin oui, c'est ça. de celui qu'on a d'habitude. Mmh. Ben, on réapprend son corps, en fait. Mmh. Et on réapprend à laisser notre ressenti œuvrer. Parce qu'en fait, je dirais qu'à l'heure actuelle, enfin, à l'heure actuelle, on nous a toujours dit, on a un choix à faire entre deux ordinateurs, on en achète un qui est plus cher, ou alors il y a deux boulots, il y en a un qui est un peu plus difficile, mais qui est mieux payé, et puis l'autre, il n'a pas une perspective d'avenir, ou je sais pas quoi. Enfin bon, il y a des avantages un peu des deux. Il faut bien réfléchir. Non. Il y a des avantages des deux côtés. Alors, si on utilise notre cerveau, on va faire un choix et on va faire le choix le moins mauvais. Et puis, on va dire, ouais, mais de l'autre côté, il avait ça, donc on va avoir des regrets. Ouais. Alors que il faut choisir selon le ressenti. Il y a un truc qui nous attire un peu plus, boum, allez, on y va. Il y a un des boulots qui nous attire ouais, mais il est moins payé, on s'en fout. Et arriver à dire, quand on nous demande pourquoi tu as choisi cette solution, je sais pas, j'ai senti comme ça, j'y suis allé. Et bien souvent, c'est la bonne solution. On ne le sait pas encore. Et le mental, il dit, je sais pas. Mais euh, voilà, si vous avez, des fois, il y a des choix qui s'imposent. Hein. Je trouve là, c'est super, là, c'est pas bien. Bon, bah, la question se pose pas. Mais quand on se dit, oh, c'est pénible. Bon, bah, où me, où, où me pousse mon ressenti? Et ça, on ne se trompe jamais. Est-ce que tu penses que le ressenti, c'est la même chose que l'intuition? Euh, je dirais que le ressenti, on le ressent dans le corps. L'intuition, l'intuition, c'est moins physique pour moi. Pour moi, hein. Mmh. L'intuition, pour moi, c'est moins physique. Mmh. Je me dis, tiens, ça doit être comme ça. Mais il n'y a pas ce côté. Mmh. Donc l'intuition, ça serait plus l'imagination? Un peu, ouais. Mmh. L'imagination, elle est débridée, donc j'ai envie d'imaginer quelque chose. L'intuition, c'est, je dirais, une imagination sur un sujet particulier, une image qui me vient. Voilà. Mmh. Alors que Mmh. l'imagination, c'est peut-être une image que je crée, à mon insu ou OK. pas. Donc l'intuition, c'est plus une lecture qu'on ferait de quelque chose qui vient de l'extérieur de nous, sans savoir comment elle est arrivée là. Mhm. Alors que le ressenti, c'est, des informations qui viennent de notre corps. C'est quelque C'est ça? chose qu'on ressent dans le corps. Hein. Ouais. Ouais. Mmh. Que ce soit la salive, que ce soit ça fout des frissons, ou on a le ventre qui se resserre là, parce que, non. Mmh. Moi, je me rappelle passer un temps, c'était il y a très longtemps, dès que j'avais une offre d'emploi, un boulot qui était, ça y est, super, j'ai une entreprise qui va m'embaucher. Oh là, j'étais mal à l'aise. J'avais pas envie de bosser, Mmh. Qu'est-ce que ça voulait dire mais ça? fallait y aller. Donc bah, j'avais pas envie de travailler, j'avais envie de, voilà. Donc c'est vrai qu'après coup, je comprenais que moi, quand j'étais petit, on me disait toujours reste pas là sans rien faire, etc., etc., etc. Donc j'ai emmagasiné une frustration de mais foutez-moi la paix, et je fais rien pendant un bon bout de temps, je vais rien faire. Et c'est vrai que quand j'étais dans ma chambre, je fermais la porte et je faisais ce que je voulais, autrement dit, ou rien, ou ce que j'avais envie, mais pas ce que je devais faire. Et quand vous êtes dans un travail, ben, on vous offre un salaire, mais vous devez faire ça et ça et ça de telle heure à telle heure. Mmh. Et moi, c'est vrai que je me disais, quand est-ce que ça s'arrête? Bon, j'avais un contrat de 6 mois, bon, ben voilà. Et je me disais, allez, ça va durer 6 mois, bon, allez, j'en profite.
Mais c'est vrai qu'il fallait que j'ai une date de fin, parce que sinon. Et les Bah, enfants, j'ai l'impression que les enfants à l'heure actuelle, je ne sais plus à l'heure actuelle maintenant, mais c'est vrai que euh, on va leur remplir l'agenda, on va leur faire faire des activités de découverte, du sport, des jeux, des machins. Faut surtout remplir l'agenda de l'enfant, alors qu'en fait, le plus important pour un enfant, c'est de s'ennuyer. mhm. Parce que quand on s'ennuie, oh, bah, je sais pas quoi faire. Oh, bah, je joue avec deux brins d'herbe, voilà. Moi, je me rappelle les meilleures parties qu'on faisait, c'était en prendre un bâton et faire. Mhm. C'était Ouais, pas un parce que pistolet, c'était ça, un bâton. on devait compléter ce qu'on n'avait pas dans les mains avec ce qu'on avait dans la tête, quoi, Voilà. en quelque sorte. Et comme Donc on ça faisait n'avait pas forcément travailler trop, le cerveau. et comme on n'avait pas trop les moyens d'avoir des super jouets, eh ben, fallait se les faire soi-même, quoi. Et c'est ça Mhm. qui est génial, hein. On n'a pas les poteaux de la cage, et ben on met de pulls, et puis on joue avec un ballon crevé, et ben c'est pas grave, on shoot dedans quand même. Il Mhm. roule pas, ou c'est une boîte de conserve. Bon, en Afrique, il joue avec une boîte de conserve, et ben il joue avec une boîte de conserve. Bah, il y a beaucoup de rôlistes qui créent des costumes et des accessoires à base de récupération. Moi, ça me rappelle Ouais, effectivement aux enfants qui fabriquent un costume en carton et qui jouent aux cow-boys et aux indiens. Enfin, je veux dire, c'est c'est du jeu ça. de rôle, hein, c'est pareil. Ouais, c'est ça, exactement. Et en plus, ils utilisent leur corps, parce qu'ils se mettent un casque, ils se mettent une armure, Mhm. ils se Ouais. costument. Alors, je ferai juste une distinction entre le costume et le déguisement. Oui, oui, il y a eu beaucoup Alors, d'écueils là-dessus ce week-end d'ailleurs, quand on parlait de déguisement et de costume. pour moi, le déguisement, on va se cacher, alors que le costume, on va se mettre en valeur. Quelqu'un qui n'en fait qu'à sa guise, il fait ce qu'il veut, il fait ce qu'il a envie, il se révèle dans ce qu'il est en train de faire, il en fait qu'à sa guise. Quelqu'un qui se déguise, lui dit, tiens, est-ce qu'il ne serait pas en train de ne pas en faire à sa guise, justement, donc de se mettre une apparence qui n'est pas lui. Voilà. Et le costume, bon, bah, on s'habille bien, on s'habille dans une certaine époque, on peut se faire un costume mais je me déguiserais plus en Spider-Man plutôt que de me costumer en super-héros. Philippe Jacquet, Hmm, super-héros, vous voyez. Donc voilà, ouais. c'est plus cette nuance-là que je fais, quoi. D'un côté, on se cache, de l'autre côté, on se met en valeur. Donc Ou quand on se lumière. costume, on incarne un personnage, donc on met en valeur une partie de soi, parce qu'on est obligé d'appeler une partie de soi pour incarner un rôle, finalement, pour que ce C'est soit ça, ouais. réaliste, on va dire. Et quand on se déguise, on camoufle qui on est, on camoufle une partie de nous pour, quelque part, c'est un peu de la dérision, c'est un peu... Pour ressembler à un autre que nous. hmm, on se cache, Voilà. oui, on porte un masque. Un- alors, un autre connu ou un autre pas connu qu'on s'est inventé. Voilà. Mhm. Donc, c'est pour Euh, ça que dans le jeu de rôle, la compétence déguisement, bien souvent, c'est pour se faire passer pour quelqu'un d'autre, hein. ouais, je vois. Il n'y a pas de compétence costume, en fait. Mhm. Je vois qu'il y a Elna parmi nous. Tu, est-ce que tu es disposée à parler ou pas? Tu me dis hein, si tu peux pas. C'est vrai que là, je suis en Ouais, train de voir elle est qu'il y a peut-être cinq. pas là. Il y Parce a, que il y a si cinq. c'est la Elna que je connais, elle a peut-être un truc à dire sur son rapport, le rapport au corps et le jeu de rôle. Parce qu'on était sur une. Si c'est la même Elna que je pense que c'est. Après, c'est peut-être pas la même, mais bon. Parce que moi, je voulais parler d'un truc, c'était le rapport au corps physique par rapport aux personnes qui peuvent être en situation de handicap, qui, grâce à leur découverte du jeu de rôle, ont pu s'imaginer avoir un corps qu'ils ne pourront jamais avoir dans la réalité. Par exemple, ce corps qui peut grimper aux arbres alors qu'on est sur un fauteuil roulant, ou ce corps qui va être petit et qui va rentrer dans une pomme alors que dans la réalité, on ne peut pas le faire. De toutes les manières, c'est vraiment prendre son énergie et l'utiliser dans un environnement où elle va prendre une autre forme. Donc, c'est donner une autre forme à son énergie pour l'exprimer dans un cadre
qui n'existe pas. En fait, c'est se créer en fait une nouvelle réalité dans laquelle on va incarner quelque chose. Et ça, j'aurais bien aimé avoir effectivement des témoignages ou un témoignage de quelqu'un qui en a fait l'expérience. Mais là, je crois qu'en fait, elle s'est connectée, mais qu'elle n'est pas disponible. Ouais. Ah oui, elle est occupée, d'accord. J'avais pas vu son message. Du coup, alors moi, j'ai une dernière question. C'est, est-ce que, par exemple, si quelqu'un vient te voir et te dit, bon, j'aimerais bien explorer mon approche par rapport à mon corps, mais dans le domaine du jeu de rôle, j'aimerais bien procéder par palier, qu'est-ce que tu me conseilles? Procéder par palier. Petit à petit, on va dire. Faut commencer. Moi, je pense qu'il faut commencer par se créer un personnage et savoir quel personnage on a envie de jouer. Est-ce que c'est important ou pas? Parce que certains vont dire, oh, bah, moi, tu me donnes n'importe quel personnage, mais après, ils vont s'apercevoir que, ah bah oui, mais je peux pas faire ci, je peux pas faire ça. Il y a on a peut-être des domaines qu'on a envie de garder. Moi, par exemple, quand je suis un personnage, il faut qu'il ait natation et faut qu'il ait comédie, représentation, quelque chose comme ça. Ça, c'est mes deux petits trucs chouchous. Natation, 50% au moins, parce que j'ai toujours eu un peu peur de la flotte. Ah, Et un jour, j'ai eu un super personnage qui n'a pas fait un scénario avec Toulouse parce il est mort noyé. Donc, je me suis dit qu'à ah, partir de ce moment-là, ça a été un traumatisme. À partir de ce moment-là, j'aurais toujours au moins une chance sur deux de nager. d'accord. Donc c'est Et puis, important pour toi d'avoir un personnage qui sait nager. ouais. Mais c'est vrai que d'une situation où je me dis, mais c'est pas vrai, quand on est à Cthulhu, là, il y a des monstres partout, et je vais quand même pas mourir noyé. Certes. C'est vrai qu'avec tous ces monstres, Ouais, ça ouais, serait le bah, cadet de nos soucis et d'aller dans de la juste flotte. 10 minutes avant, j'avais tiré, j'étais super fort au pistolet, j'avais tiré sur un monstre et je l'avais tué. Putain, j'étais super fort. C'est le seul monstre à Cthulhu que j'ai tué, hein. Et Le le reste, héros qui tue 4 monstres et après il se noie il dans un verre d'eau, plouffe. quoi. Donc, je me C'est, suis dit, à partir de maintenant, j'aurai natation tout le temps. Et puis, le deuxième, représentation, enfin, comédie, théâtre, parce que j'aime bien baratiner. Donc, il faut toujours qu'il y ait une petite compétence là qui me permette de baratiner le PNJ d'en face. Voilà. Ça, c'est ma petite marotte. Donc, j'aime bien avoir quelqu'un qui, au moins, qui fasse du baratin, voire qui puisse jouer un petit rôle de quelque chose comme ça. hmm. Donc ça ce sont mais une personne qui viendrait me dire, bah voilà, moi j'aimerais, je suis un peu renfermé, j'aimerais bien un personnage qui castagne, mais comme je suis pas violent du tout, je voudrais faire, voilà, je voudrais quelqu'un, un boxeur, quelque chose comme ça, quoi. Donc, ok, on va partir là-dessus, etc., etc. Et voilà, que cette personne me dise déjà quel type d'expérience elle a envie de vivre. Mais comment tu fais pour aider une personne je pense à Marie, une amie qui avait dit que elle avait demandé à un organe de lui préparer une fiche de personnage tout comme elle voulait parce qu'elle voulait traverser ses résistances et elle arrivait pas à savoir comment les utiliser, dans quel contexte pour pouvoir atteindre ses objectifs. Comment on fait pour accompagner quelqu'un à qui on a créé une fiche de personnage à moitié sur mesure et que la personne elle n'arrive pas à l'utiliser, quoi. C'est comme si tu as une voiture mais tu n'as pas le permis, tu vois. Il faut lui faire passer le permis. Comment on fait passer le Moi, permis de la fiche de personnage? bah, faut jouer avant. Si c'est un grandeur nature, par exemple, et ben, ce personnage, on va le mettre en situation un petit peu avant. Hmm. Faut lui faire Des des petites scénettes répétitions, des petites d'entraînement. choses comme ça. Voilà, si c'est quelqu'un qui a envie de se battre mais qui ne sait pas tenir une épée, bon, ben, machinalement, on va lui dire, attends, tiens là comme ça, mets ton bouclier comme ça, et puis allez, on y va. Bon, on se fait un peu Mhm. d'exercice, et puis on va peut-être apprendre à... Aïe, ça fait mal, ça. On va peut-être voir Hmm. aussi ce que c'est que si c'est quelqu'un qui a, je sais pas, besoin de développer son art oral, son art de la parole, L'éloquence, ouais. voilà, et ben on va peut-être se mettre dans des petites réunions entre copains et puis allez, tiens, toi t'as tel personnage et puis toi tu prends ton personnage et puis on y va. Il faut Il y se a mettre en beaucoup plus de situation à l'avance. préparation hein, qu'on pense. Ouais. Il y a Ben, beaucoup plus de préparation qu'on croit,
finalement. Moi, c'est mon petit côté jeu de rôle théâtralisé où il faut s'installer dans le personnage. Il faut être le plus à l'aise possible. Voilà. Si on est à l'aise dans son personnage, ensuite, on peut se permettre d'aller au contact de tel autre personnage, tel autre personnage. Et puis, on ne sait pas ce qu'il va nous réserver, l'autre. Hein. Il va nous envoyer dans des... Donc ça, c'est ce que j'ai prévu de dire dans la conférence suivante. Mais c'est vrai que quand on crée un personnage à ma manière, on n'a pas le choix de la mentalité. Est-ce que c'est un escroc? Est-ce que c'est voilà, c'est un personnage qui va être créé avec un jeu de cartes, des tirages de cartes, etc. Et ce personnage nous invite à faire des expériences. On y va ou on n'y va pas. Il y en a certaines qu'on va embrayer, puis d'autres qu'on va peut-être pas tout de suite. Voilà. Le personnage, c'est une invitation. Et puis ensuite, ce personnage-là, ben, il va être en face d'un autre personnage. Et puis quand on est en improvisation, tantôt c'est moi qui vais être protagoniste, c'est-à-dire c'est moi qui décide d'aller chercher l'autre personnage sur tel sujet. Donc là, l'autre va être un peu surpris. Et tantôt c'est l'autre qui vient me chercher sur un sujet qu'il a choisi. Donc si mon personnage est un marchand, l'autre va essayer de me vendre un stock de je sais pas quoi, ou un peu pourri, ou il va essayer d'obtenir de moi une faveur, je sais pas, enfin bon. Donc voilà. Et puis il va me mettre dans une situation que je n'ai pas choisie. Donc là, effectivement, il faut toujours se permettre de dire ah bah là l'angoisse des gens, c'est je sais pas quoi dire. Voilà. Ah, bah là, je sais pas trop quoi dire. Bah, notre personnage peut très bien dire ah bah attendez, vous me dites ça, voilà, je sais pas trop quoi vous répondre. Notre personnage peut aussi être tout à fait complètement abasourdi. Vous m'en apprenez de bonnes. Ah, vous voulez me vendre tout un stock de... Oh non, mais attendez, qu'est-ce que je vais en faire, moi? Je vais même pas pouvoir, et le consommer et le vendre à d'autres personnes. J'ai pas la clientèle pour. Vous voyez, enfin bon, vous pouvez pas me dire, vous, ce que je pourrais en faire de tout stock. Voilà, donc on renvoie la parole. Ah, mais c'est des techniques Propose-moi auxquelles on des pense pas idées. du tout, ça. C'est Bah quand on oui. sait pas un truc, bah, il y a plusieurs manières de l'exprimer Mhm. pour se faire aider, tout en continuant à incarner son personnage dans son corps, continuer à être à l'aise. C'est ça. C'est continuer à être à l'aise avec son personnage, alors que son personnage dans le scénario n'est pas à l'aise. Mhm. C'est ça. C'est si je me retrouve mal à l'aise, je peux transférer mon malaise et jouer mon personnage malaisé. Voilà. Mmh. Je me sens pas bien. Je dis, ah, bah, attendez. Là, je me sens pas bien. Voilà, attendez. Je vais m'asseoir, hein, m'excuser, parce que là, vous m'en apprenez quelque chose. Moi, dès que ça dépasse 10 kilos, ça me tourne la tête. Hein, excusez-moi. Voilà, bon, à mieux. À mieux déjà là. Ouf. Bon, alors reprenons nos affaires. Vous voulez pas qu'on en parle demain par hasard? Vous voyez, donc on Ouais. peut continuer, Mais ça dans le demande malaise. des compétences quand même de faire ça. Enfin, je sais pas. Bah, non, ça demande de l'exercice. Ouais. Voilà. C'est-à-dire qu'il y a des moments, on peut se retrouver, quand on répète, on se met toujours à deux personnages, un protagoniste, un antagoniste. Comme ça, on n'en a qu'un. Et puis, moi, ce que je propose aux gens, c'est on jette les dés pour savoir si la demande va aboutir. Est-ce qu'elle va prendre du temps? C'est-à-dire, est-ce que celui qui répond va pas vouloir tout de suite? Ou est-ce qu'il veut tout de suite? Ah bah oui, c'est une très bonne idée. Et puis on va parler du contrat, on va parler du, ah bah comment on va faire? Ah bah oui. Vous voyez, est-ce que je vais être complice tout de suite? Est-ce que je vais être d'accord tout de suite? Et puis aussi la troisième valeur, parce que j'ai 3 des 10 moi, la troisième valeur, c'est est-ce que ça va être, par exemple, si je dis non, je peux très bien dire non, ça m'intéresse pas, ou je peux très bien dire ah non, ça m'intéresse pas votre truc là, c'est nul, c'est moche, ça sent pas bon, allez, foutez-moi le camp. Voilà, je peux très bien. Donc ça va dire le niveau
une graduation. Après, on se dit, moi, je peux peut-être pas trop monter haut en fonction des gens. On se met d'accord. Et puis ensuite, on est tous les deux, même si on est en opposition, on est tous les deux pour obtenir le résultat. Voilà. Donc, on est bien complice avec l'acteur ou l'actrice qui est avec nous. C'est ça qui est important. Les personnages peuvent s'opposer, s'engueuler, s'invectiver, s'insulter, mais nous deux, la personne que j'ai en face qui joue avec moi, on est tous les deux complices pour atteindre le même résultat. On sait que ça va rater, on sait que qu'on va s'en envoyer plein la figure, mais en arrière-plan, qu'est-ce qu'on est en train de s'en mettre plein la figure? Voilà, et c'est cette complicité qu'il faut travailler en improvisation, qui fait qu'à un moment donné, il y a quelqu'un qu'on ne connaît pas qui va arriver en nous disant « Non, ça va pas bien du tout, etc. etc. » On lui dit « Voilà, on peut se faire engueuler par quelqu'un qu'on ne connaît pas et très bien, on rentre dans le jeu. » D'accord. Voilà. Attends, j'étais juste en train de gérer un truc organisationnel en parallèle. Là, je suis en train de regarder l'heure. Comme je vais rattaquer la conférence à 18h, je vais arrêter dans 10 minutes. Ouais, 10 minutes. ok. Comme ça va me laisser un bah petit alors, quart d'heure de. ça marche. Alors, dans ce cas-là, ce que je te propose, c'est le petit mot de la fin. Alors, Le corps et le JDR, quelles donc, sont les vertus, les avantages? en fait, on a parlé du grandeur nature où l'implication du corps était totale, je dirais. Hein. Je joue mon personnage, mais ses bras sont mes bras, sa tête est ma tête, etc. Son intelligence, c'est mon intelligence. Je n'ai pas un jet de dés. Voilà. La murder party, c'est la même chose, sauf qu'on est moins dans l'action physique. Tout ce qui va être action physique, ça va être des points d'action que je vais dépenser ou récupérer d'une manière ou d'une autre. Et puis, le JDR théâtralisé, le jeu de rôle théâtralisé que je suis en train de développer, c'est il y a le corps qui est sur scène et il y a un public extérieur qui va venir voir. Pour l'instant, on le fait sans public, mais il y a un public qui va venir nous voir en représentation. Donc là, je me suis dit, il y a une règle technique qui dit que quand on crée des personnages, on ne crée pas le sexe et on ne crée pas le physique. Parce que si c'est une fille qui va prendre le guerrier, ça va être une guerrière. Si c'est une guerrière d'1m60, 50 kilos, ça va être une guerrière, voilà, un peu arts martiaux, etc. Parce qu'elle va taper fort, aussi fort que quelqu'un qui fait 2 mètres 100 kilos, mais lui, il sera tout en force, vous voyez. Donc, c'est le corps du comédien ou de la comédienne va être le corps du personnage et le sexe aussi. Donc là-dessus, il y a tout un côté fantasmé, parce que je me dis, tiens, mon personnage, il a tel et tel caractère. On se voit pas agir d'une. Moi, par exemple, si je dois raconter une scène où la guerrière est en train de combattre trois malandrins dans la rue et puis qu'elle est en train de faire tournoyer son épée, elle va jeter les dés, je vais regarder les dés et je vais raconter comment ça se passe. Mais je ne vais pas raconter de la même manière un gars qui fait 2 mètres 100 kilos et cette petite guerrière qui saute contre les murs, qui virevolte, etc. Quoi. Donc, j'ai dans ma façon de raconter la scène, le corps du comédien ou de la comédienne va venir jouer. Quoi. Voilà. Donc, voilà. Ce que je veux dire, c'est que dans les différentes façons de pratiquer le jeu de rôle, que ce soit autour de la table, que ce soit en JDR théâtralisé, en murder party. Alors quand je dis murder party, c'est tout ce qui est soirée diplomatie, camarilla, etc. Tout ce qui se fait, tout ce qui se fait un petit peu dans le salon avec des points d'action. Et puis le grandeur nature, on a tout un panel qui fait que le corps est à, à différents niveaux, il est prépondérant. Je dirais même autour de la table de jeu, même en distanciel, il est encore existant
parce qu'on a une voix, parce qu'on a un regard, on a une façon de capter les choses quand on a une webcam. Et quand il n'y a pas de webcam en distanciel, on est vraiment, il y a une autre écoute. Et je ne sais pas si tu l'as déjà fait ça, mais quand on ne fait qu'entendre les gens, on ressort, on est lessivé. Parce qu'on a eu cette attention. Et finalement, quand on est à table, on sent qu'il y en a un qui va parler. On n'est pas tout à parce qu'en fait, 100% sur l'écoute. ce que tu dis, c'est que on croit que quand on fait une partie en distanciel, c'est moins fatigant parce qu'on ne s'est pas déplacé, machin, on n'a pas monté les escaliers et tout. Mais en fait, psychiquement, on est plus fatigué du fait d'être resté chez soi parce qu'on est en écoute active pendant 4 heures et que notre cerveau, il est à plein régime, en fait. C'est ça que tu veux dire. Ouais, carrément. T'écoutes ce que le meneur de jeu va dire. Alors, si encore on a les webcams et qu'on voit les visages des gens, on est un peu dans l'écoute visuelle, si je puis dire. On voit quelqu'un qui se rapproche du micro, ah, il va parler, d'accord. Donc on est moins. Mais quand on est à 100% sur l'écoute, on n'est pas habitué, hein. On n'est pas habitué, on est habitué à ça. On n'est pas habitué à ça. Mais surtout qu'il y avait un truc, moi, que je suis incapable de faire, c'est que quand je suis en présentiel, j'arrive à masteriser une partie jusqu'à 8 joueurs à table sans aucun problème, chacun peut prendre la parole et tout. Mais quand je suis sur Discord ou n'importe quelle plateforme en audioconférence où j'ai 8 joueurs, mais je n'arrive pas à anticiper ce qu'ils veulent faire, ce qu'ils veulent dire, parce que je n'ai pas la lecture de leur corps, effectivement. Je n'arrive pas du tout à anticiper. Je ressens pas leur frustration physique qu'ils veulent parler, donc tout le monde parle en même temps. Et en fait, je ne peux pas dépasser 4 ou 5 joueurs sur Discord, c'est pas possible en fait. C'est ce que j'allais dire. En distanciel, 4, 5 maximum. Ensuite, il y a toujours quelqu'un. C'est vrai que c'est fatigant tu démarres une phrase en même temps que quelqu'un. Vu que tu ne sais pas, tu démarres une phrase, tu dis ah non, vas-y, excuse, ah, pardon. Et puis il y a un lag des fois en plus, alors. C'est fatigant de reprendre, de redire. Déjà autour de la table, des fois, tu vas parler et il y en a un qui te coupe la parole. Ça, c'est pénible, mais tu peux pas en vouloir à la personne qu'elle allait dire un truc, il y avait un petit silence, toi tu t'es engouffré, on est deux à s'engouffrer dans le silence. C'est pas grave, c'est normal, mais c'est fatigant. Ouais, c'est sûr, parce qu'on a une attention qui est plus importante à l'audio. C'est clair, mais j'avais pas pensé. Pour le petit mot de la fin, je dirais qu'il faut respecter son corps. Comme je reviendrai sur cette question, moi, d'inviter chacun et chacune à se dire mon personnage, c'est mon corps, et est-ce que je le traite bien, mon personnage? Est-ce que je traite bien mon corps? Est-ce que je me respecte autant que je respecte ma feuille de personnage, autant que je respecte. Avoir un regard là-dessus, c'est très enrichissant, je trouve. C'est un dialogue intérieur entre soi et son personnage, et c'est lorsqu'ils s'entendent tous les deux et qu'ils sont en harmonie tous les deux qu'on incarne parfaitement son personnage, si je comprends bien. Ouais, c'est ça, hein, c'est ça. Et en jeu de rôle théâtralisé, notre personnage, comment je dis, vivez les histoires qu'il vous raconte. Voilà, c'est le personnage qui nous raconte son histoire et qui nous la fait vivre. Et je trouve que ça, c'est une partie de nous, hein, le personnage qu'on joue. Parce qu'en nous, on a toute l'infinité de personnages possibles, imaginables. Il y en a certains qu'on ose faire sortir, d'autres qu'on n'ose pas. Voilà. Et après, et puis on a certaines façons, on a certaines complicités entre le personnage qu'on joue et nous. Voilà, hein, c'est tout un voyage à travers le corps. Voilà. Tous les personnages existent à l'intérieur de soi, il suffit d'aller les chercher un par un en explorant son corps. Ça nous permet de jouer une infinité de personnages, ou presque. Il vaut mieux les laisser venir, en fait. Parce que généralement, les personnages qui viennent à nous, c'est ceux qu'on a besoin de jouer à ce moment-là. Moi, je dis, qu'est-ce qui vient? Ah oui, d'accord, ok, pas de problème. Allez, on est parti. Donc là, pourquoi est-ce que c'est un Rasta avec un Yo man, comment tu arrives? Vas-y, brother.
Bon, pourquoi j'ai pris cet accent-là? Pourquoi? J'en sais rien. Allez hop, on joue Donc là, il faut faire confiance à sa spontanéité et ses ressentis. En fait, c'est se Ouais. faire confiance à nos petites envies sous-jacentes Mhm. pour pouvoir incarner le bon personnage au bon moment. Ouais. Ou laisser l'ouverture. Laisser l'ouverture au ressenti. Voilà. Bah, c'est une très belle fin, très belle conclusion. Bah, merci beaucoup, c'était un échange passionnant qui a duré quasiment 2 heures et j'ai appris plein de choses et j'espère que notre audience en apprendra autant.